Vous voyez ce pylône là, ce pylône qui a l'air de rien? Eh ben, il vaut une fortune. Non seulement il vaut une fortune, mais il raconte toute une histoire. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, plus encore peut-être que le TGV et les records de Usain Bolt, cette histoire, c'est celle de notre obsession pour la vitesse. Donc je vais vous raconter l'histoire de ce pylône. L'histoire de ce pylône commence à Bruges en 2012. Ce jour-là, l'État belge met en vente ce pylône, comme il en existe des millions d'autres. Sauf que celui-ci a une particularité, il mesure 240 mètres de haut, c'est très haut, c'est le plus haut pylône de Belgique. L'armée américaine l'a construit en 1967, tout près de la frontière française. Le but, c'était de faciliter les communications entre l'Allemagne et l'Angleterre, on est en pleine guerre froide, sauf qu'il a perdu toute utilité le jour où les militaires ont décidé de ne plus faire transiter leurs informations par les ondes, mais par les câbles de fibre optique. Alors, dans une petite salle de ce bâtiment, là, les Belges le mettent aux enchères. La mise à prix est fixée à 255 000 €. Les Belges en attendent 400 000, mais les enchères s'envolent. 500 000, 1 million, 2 millions. Le pylône est finalement adjugé à 5 millions d'euros. Non mais, vous vous rendez compte? 5 millions d'euros pour un objet qui est quasiment devenu obsolète. Il faut attendre quelques semaines pour connaître le nom de l'acheteur final. Une société de droit anglais qui appartient elle-même à une société américaine, qui elle-même appartient à une société de Chicago qui manifestement a voulu rester discrète. Mais on finit par connaître son nom, John. Cette histoire, c'est Alexandre Lemonnier qui l'a racontée en premier. Alexandre Lemonnier, c'est un anthropologue de formation qui s'intéresse au rôle des algorithmes dans la finance. Du coup, je l'ai contacté. Il m'a dit « Ok, je te raconte tout, mais on se retrouve au pied du pylône. » Alors Jump, c'est une société de trading à haute fréquence de Chicago qui, contrairement à d'autres acteurs de marché, ne prend pas des positions sur la longueur, comme les fonds de pension, mais par contre joue sur des infimes variations de prix à la nanoseconde en fonction de l'offre et de la demande. C'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Dans son livre 4, Alexandre Lemonnier rappelle que le trading à haute fréquence représente aujourd'hui environ 70% des transactions boursières sur les marchés américains. En plus, ce sont des programmes informatiques qui réalisent ces transactions, pas des humains. C'est forcément quelque chose qui est devenu complètement informatique, au sens où quand il faut traiter des milliers de données qui viennent de milliers de produits différents dans le monde qui sont tous corrélés, les êtres humains ne peuvent pas faire ce travail. Et donc pour traiter toutes ces données, les traders à haute fréquence utilisent des algorithmes qui leur permettent de vendre ou d'acheter à la milliseconde près. Ok, mais c'est quoi le rapport avec le pylône alors? Jusqu'en 2010, les traders à haute fréquence utilisaient des câbles en fil optique, comme celles qui nous permettent d'avoir l'Internet chez nous. Mais à partir de 2010, certains se sont mis à utiliser ce qu'on appelle des micro-ondes, donc qui sont des signaux radio, qui vont 2 fois plus vite que les câbles en fibre optique, tout simplement parce que les signaux radio travaillent en ligne droite dans les airs. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver des points relais, donc des pylônes ou des tours ou des bâtiments qui soient très hauts, qui permettent de relayer ces micro-ondes. En raison de la rotondité de la Terre, il n'est pas possible de dépasser 100 km. D'où l'achat de ce pylône belge à 5 millions d'euros, qui leur a permis de gagner à peu près 10 microsecondes par rapport à leurs concurrents ici en Europe. Que la vitesse soit un facteur déterminant sur les marchés financiers, c'est une évidence. Être le premier à avoir une information permet de passer un ordre avant ses concurrents et donc de gagner un peu plus sur la variation des cotations. Ok. D'ailleurs, c'est pas si nouveau que ça. Dans son livre, Alexandre raconte des anecdotes assez étonnantes. Par exemple, dans le Japon du XVIe siècle, pour transmettre les informations un peu plus vite entre Tokyo et Osaka, on saoulait les coursiers pour qu'ils oublient leur douleur. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de gagner quelques heures, voire quelques minutes sur ses concurrents. C'est une affaire de millisecondes. Et alors ça, c'est une autre histoire. Jusqu'à récemment, on a cru que la panacée, c'était la fibre optique et l'optimisation des trajectoires. Je me souviens qu'au début des années 2000, on a publié pas mal de papiers sur le Spread Networks, le câble qui relie les bourses de New York et Chicago. Jusque-là, les sociétés de trading à haute fréquence utilisaient les câbles d'Internet classiques. Problème, ils ne vont pas droit. Et donc, quelques millisecondes se perdent en chemin. Une société a donc eu l'idée de tracer un câble tout droit. Et là, nouveau problème. Il faut traverser les Appalaches. Just insanely beautiful up here. Et alors ça, c'est pas rien. Coût de l'opération, 300 millions de dollars pour gagner 4 millisecondes. Mais bon, dans ce monde de la finance à haute fréquence, ça fait sens. Voilà où j'en étais avant de découvrir ce pylône-là.
et les micro-ondes. Bon, déjà c'était assez passionnant, parce que ce monde de la finance à haute fréquence, qu'on croit un monde de programmes, un monde abstrait de chiffres, eh ben en fait il a une matérialité très très concrète. Auparavant, cette matérialité était évidente. De gros bâtiments connus dans le monde entier, et dedans des traders qui se hurlaient dessus. La vitesse était déjà importante. On raconte que des sociétés de trading, pour être plus visibles que les autres, recrutaient d'anciens basketteurs. D'autres sociétés faisaient acheter des talons hauts à leurs traders. D'ailleurs, il a fallu un jour légiférer sur la taille maximale des talons pour pas que ça devienne n'importe quoi. Aujourd'hui, l'image qu'on se fait d'un marché financier, c'est en gros des types derrière leurs écrans. Mais en vérité, c'est quoi un marché financier? C'est un serveur informatique placé dans un data center et autour d'autres serveurs informatiques qui appartiennent à des sociétés de trading à haute fréquence, qui essayent de se placer le plus près possible du serveur central dans l'espoir de gagner quelques nanosecondes. Parce que à l'intérieur des marchés financiers, on parle même plus de millisecondes ou de microsecondes, mais de nanosecondes. Et d'ailleurs, le jour où on a découvert que les serveurs qui étaient placés le plus près des circuits de refroidissement allaient un tout petit peu plus vite que leurs concurrents, c'est devenu la guerre pour être le plus proche de ces circuits de refroidissement. Donc voilà, les contraintes physiques, les équipements, la distance, la chaleur, le froid, ça reste essentiel. Et ça, le pylône le montre très bien. S'il est si grand ce pylône, c'est à cause d'une contrainte physique des micro-ondes, elles sont attirées par l'eau. Pour leur faire traverser la Manche, il faut le faire en hauteur. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est à la fin de cette histoire d'accélération des marchés financiers? Est-ce qu'avec les micro-ondes, on a trouvé le moyen le plus rapide? Le nouveau projet des traders haute fréquence, et on y est, c'est d'utiliser des signaux radio qui sont encore plus rapides que les micro-ondes, et on appelle ça les ondes courtes, qui sont encore plus anciennes que les micro-ondes et qui ont été inventées par Marconi au début du XXe siècle. Alors les ondes courtes, l'avantage c'est qu'elles partent vers la ionosphère, elles rebondissent sur la ionosphère pour redescendre à quelques milliers de kilomètres de là. La ionosphère, c'est la région d'atmosphère située aux environs de 100 km. Depuis longtemps déjà, on a étudié les propriétés de l'ionosphère en envoyant vers elle des ondes radioélectriques qui étaient ensuite réfléchies. Donc maintenant, autour du marché principal de Chicago, qui se trouve dans une banlieue industrielle qui s'appelle Aurora, on a des nouveaux types d'antennes qui permettent de passer les informations financières, les données de marché, depuis Chicago directement à Francfort. Et ce, en 40 millisecondes, ce qui est assez remarquable, et plus rapide que les micro-ondes et plus rapide que les câbles en fibre optique. Par contre, le défaut, c'est qu'on peut transporter très peu d'informations avec ces ondes courtes, donc c'est plutôt quelques mots versus des gigabits de données. Le paradoxe, le futur passe par une technologie très pauvre en bande passante et centenaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens un peu plus avant-gardistes? Alors si, bon, ces traders ont toujours tendance à trouver de nouvelles technologies pour aller de plus en plus vite. En ce moment, certains réfléchissent à utiliser des satellites qui permettraient de relayer l'information, les données financières un peu plus rapidement. On est un peu dans le même genre de projet que fait Elon Musk en ce moment avec les constellations satellitaires qui sont en train d'envahir le ciel. Quand Alexandre me dit ça, je comprends une chose. Cette course à la rapidité n'est pas cantonnée au monde de la finance. Il faut la relier à une histoire beaucoup plus vaste. Notre histoire très quotidienne. On veut toujours aller plus vite et plus on va vite, moins on supporte la lenteur. Un type avait identifié ce paradoxe dès le 19e siècle. C'est Alexis Tocqueville. Il était parti aux États-Unis étudier la toute jeune démocratie américaine et il avait relevé une chose. Plus une société s'approche de son idéal, plus elle se montre insatisfaite. Eh ben, ce que Tocqueville voyait à l'œuvre avec le droit et la démocratie, nous, on le vit avec la vitesse. Moins nous attendons, plus nous sommes impatients. Par exemple, ces nouvelles échoppes-là qui nous promettent de nous livrer 24 heures sur 24 en 15 minutes, ah ben non, 12, 10, 2 minutes, 0 minutes. Pourquoi pas vivre dans un supermarché d'ailleurs? Ça semble dingue tout ça, mais en fait c'est profondément humain. Du coup, on voit le monde de la finance d'un autre œil. Peut-être qu'il n'est juste que la manifestation un peu plus spectaculaire d'une tendance qui est à l'œuvre depuis longtemps en chacun d'entre nous. Mais ça pose quand même une question vertigineuse. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on est condamné à une accélération sans fin? Là, aujourd'hui, les traders haute fréquence font transiter les données financières à peu près de l'ordre de 99% de la vitesse de la lumière dans le vide, donc on y est presque.
Il y a toujours moyen de gagner quelques nanosecondes ou même pétasecondes maintenant. C'est une lutte sans fin qui a quand même une limite. Et je pense que de toute façon, tous ces traders haute fréquence ne s'arrêteront jamais de trouver tous les moyens disponibles pour atteindre la limite ultime qui est celle de la physique. J'ai l'impression qu'il reste alors une grande interrogation, et l'humain dans tout ça. Le grand philosophe de la vitesse, c'est un Français, il s'appelle Paul Virilio. Depuis les années 70 et jusqu'à la fin de sa vie, il a passé son temps à s'interroger sur les implications sociales et politiques de la vitesse. Aujourd'hui, avec l'instantanéité, l'ubiquité et l'immédiateté, nous atteignons la limite de notre propre pouvoir, avec la menace de déléguer ce pouvoir à des répondeurs automatiques, à des logiciels, à des machines performantes dans l'ordre de cette accélération qui échappe totalement à l'homme. Il y a là une délégation du pouvoir, je rappelle, si le temps c'est de l'argent, la vitesse c'est le pouvoir, délégation du pouvoir à la machine. Assez visionnaire ça, il faut le reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit du trading à haute fréquence, Virilio? Qu'est-ce qu'il aurait dit de krachs boursiers produits par des ordinateurs qui se tirent la bourre pour aller plus vite les uns que les autres? Parce que dans son œuvre, les accidents et les catastrophes tiennent une place prépondérante. Comme les révélateurs de notre course folle au progrès. Or, la catastrophe, on l'a déjà frôlée dans le monde du trading à haute fréquence. C'était en août 2012. L'un des principaux courtiers de la bourse de New York, c'est une société qui s'appelle Knight Capital. Elle gère 17% du Nasdaq, ce qui est absolument énorme. Le 1er août 2012, cette société qui fait du trading à haute fréquence commence à acheter par erreur les actions de 150 sociétés. Du coup, les concurrents alertés achètent les actions des mêmes sociétés, dont les cours s'envolent et sont multipliés par 5 en l'espace de quelques minutes de manière totalement artificielle. Il a fallu mettre fin aux transactions. Knight Capital a perdu 440 millions de dollars en l'espace de ces quelques secondes. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, elle a été achetée par un de ses concurrents. On s'est aperçu que tout ça était dû à l'erreur d'un informaticien qui avait oublié de recopier un morceau de protocole. Une toute petite erreur de code informatique et les humains étaient mis en péril par les machines. En même temps, cette erreur venait d'un humain et il a suffi qu'un humain appuie sur un bouton pour que tout s'arrête. Alors, si on devait trouver une morale à cette histoire, ce serait laquelle? Eh ben, je regarde ce vieux pylône là et je me dis qu'il est peut-être un symbole. Le symbole à la fois de notre quête effrénée d'un absolu, ici la vitesse, et le symbole de ce qui nous empêche de l'atteindre. Une erreur de programmation, les lois de la physique. Bon, en fait, on est encore un peu matière, et c'est assez heureux. Il a fallu que ce pylône soit vendu 5 millions d'euros pour que je m'en aperçoive.